frère m'a sauvé la vie. Il y a des moments dans la vie où tout bascule, où l'imprévisible frappe sans crier gare. Lorsque je me suis retrouvée seule avec mon frère handicapé, j'ai voulu croire que je pouvais encore mener une vie normale, mais la réalité m'a rapidement rattrapée et le danger a frappé à ma porte. J'ai frôlé la mort. Pourtant, c'est grâce à mon frère que j'ai pu survivre. Voici mon histoire, une histoire de survie et surtout d'amour et de solidarité. Dans notre famille, nous sommes 3 frères. Après la naissance de mon frère aîné, ma mère a eu une petite fille, mais le destin cruel nous l'a arrachée à l'âge de 3 ans. Ensuite, je suis née au monde et 8 ans plus tard, avec l'espoir d'avoir une autre fille, ma mère a tenté de nouveau l'aventure de la maternité. C'est finalement mon frère cadet, Yannick, qui est né. Nous vivions heureux tous ensemble, unis autour de notre petite exploitation agricole. Nos journées étaient rythmées par le travail, l'entraide et les rires lors des marchés où nous aidions nos parents. Puis, tout a changé. Mon frère aîné s'est marié et avec cette union est venu le début des tensions. Très vite, il est devenu clair que ma belle-sœur ne supportait pas nos parents et la vie avec nous. Les disputes éclataient sans cesse, empoisonnant notre foyer. Finalement, mon frère et sa femme ont décidé de partir, choisissant de s'éloigner de nous. Ce départ a laissé un vide immense, car ils ont coupé les ponts, nous laissant avec le chagrin d'une famille divisée. Après le départ de mon frère aîné, un vide s'est installé dans notre famille. Mes parents, profondément touchés par cette rupture, ont commencé à réfléchir différemment. Conscients de l'imprévisibilité de la vie et du poids de l'avenir, ils ont décidé de souscrire une assurance vie. Ils m'ont désigné comme bénéficiaire, un choix difficile, car Yannick, mon petit frère, était encore jeune. Lorsque j'ai quitté la maison pour l'université, c'est avec un mélange de tristesse et d'espoir que j'ai laissé derrière moi notre foyer. En partant, je savais que mes parents ne seraient plus entourés que par mon petit frère Yannick. Lui seul restait pour leur tenir compagnie, pour combler le silence et l'absence que j'avais laissée. Après avoir obtenu mon diplôme, l'excitation de commencer une nouvelle vie professionnelle a vite laissé place à une profonde mélancolie. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas trouvé de travail dans la ville de mes parents. Cela signifiait que je devais partir, quitter ce foyer qui m'était si cher pour m'installer seule dans une autre ville. Le cœur lourd, j'ai dû confier à Yannick, qui n'avait alors que 16 ans, la responsabilité d'aider nos parents sur l'exploitation. Bien qu'il fût jeune, je savais qu'il était capable de les soutenir, de les accompagner au marché et de porter les charges lourdes. Mais l'idée de le laisser seul à leur côté, face à tant de responsabilités, me peinait profondément. Je disais à mon frère, avec toute l'inquiétude qui pesait sur mon cœur, que s'il y avait le moindre problème à la maison, il ne devait surtout pas hésiter à m'appeler. Je voulais qu'il sache que malgré la distance, j'étais toujours là. Un matin, mes parents et mon frère Yannick sont partis très tôt pour le marché, comme ils le faisaient souvent. Mais ce jour-là, la pluie tombait lourdement, transformant la route en un piège imprévisible. Sur le chemin, un camion venant en sens inverse a dérapé, son poids lourd balayant tout sur son passage. La collision a été inévitable. La voiture de mes parents a été percutée de plein fouet et en un instant, leur vie a pris fin. Ils sont décédés sur le coup. Yannick, quant à lui, a été retrouvé dans un état critique, luttant pour sa vie. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a passé de longs mois entre la vie et la mort. Pendant ce temps, je me suis retrouvée seule face à l'horreur de cette tragédie. Organiser les funérailles de mes parents était une épreuve déchirante. Je me souvenais alors de ce qu'ils m'avaient confié lors de la souscription de leur assurance vie. Ils m'avaient dit que si jamais le pire arrivait, je devais veiller sur Yannick. Cette assurance, ainsi que l'exploitation qu'ils avaient placée à nos noms, était là pour nous protéger, Yannick et moi. Après les funérailles, malgré la douleur et le vide immense, j'ai pris une décision difficile. Par compassion pour mon frère aîné, même si nos parents ne lui avaient rien légué, je lui ai versé 50 000 €. Mais au fond de moi, je savais que la priorité restait Yannick. Après son long séjour à l'hôpital, où il a subi de nombreuses opérations, son état était devenu tragiquement irréversible. Son cerveau avait été touché, il ne pouvait plus parler, et passait désormais ses journées sur une chaise roulante. Tout ce que je faisais désormais, c'était pour lui, pour subvenir à ses besoins, et pour honorer la promesse que j'avais faite à nos parents. Malgré le don généreux que je faisais à mon frère aîné,
Il ne cachait pas son mécontentement. Pour lui, cela ne suffisait pas. Il réclamait une part équitable de tous les biens de nos parents, sans tenir compte de leur volonté. Lui et ma belle-sœur, emportés par la colère, ont alors choisi de me maudire, me souhaitant le pire. Au fond de moi, cette situation me blessait profondément, car je ne faisais que respecter les dernières volontés de nos parents. Ils avaient pris cette décision, non par cruauté, mais parce que mon frère aîné et sa femme nous avaient reniés depuis longtemps, se détournant de notre famille. Ils avaient infligé tant de souffrances à nos parents, les laissant seuls avec leur douleur et leur tristesse. C'est pour cela qu'ils avaient décidé de ne rien lui léguer. Je portais cette décision avec un mélange de tristesse et de devoir, sachant que, malgré les tensions, je devais avant tout honorer la mémoire de nos parents et protéger Yannick. Après avoir pris la décision difficile de vendre l'exploitation de mes parents, j'ai emmené Yannick vivre avec moi dans la ville où je travaille. Je voulais qu'il soit près de moi, où je pourrais veiller sur lui chaque jour. Bien qu'il soit en chaise roulante, Yannick conservait une certaine autonomie. Il pouvait encore aller aux toilettes seul, un petit signe d'indépendance qui nous réconfortait tous les deux. Chaque matin, avant de partir travailler, je lui préparais son déjeuner avec soin, sachant qu'à midi, il le réchaufferait au micro-ondes. Ses gestes étaient lents, maladroits, mais il s'accrochait à cette routine avec une force silencieuse, déterminé à se débrouiller. Tous les jours, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter, mais chaque fois, il me faisait comprendre qu'il allait bien, et cela apaisait un peu l'angoisse que je portais en moi. Après une journée de travail, je me rendais auprès de Yannick avec une émotion mêlée de tendresse et de détermination. Les conseils de médecin résonnaient en moi. Il fallait lui parler comme à une personne normale. Je savais que malgré la lenteur de son cerveau et les difficultés de compréhension, il y avait encore des moments précieux où il captait mes mots. Je me rappelais ces instants, rares mais si précieux, où lorsqu'il comprenait, un éclat de rire illuminait son visage. Ces rires, bien que fragiles, étaient pour moi des rayons de lumière dans l'obscurité de son quotidien. Il me donnait l'énergie et le courage de continuer à lui parler. Un jour, je rencontrai Nadia. Elle m'a abordé avec un sourire qui a immédiatement réchauffé mon cœur et, au fil de nos rencontres, je suis tombé amoureux d'elle. Petit à petit, nous nous sommes rapprochés, tissant des liens profonds et sincères. Je voulais qu'elle fasse partie de ma vie, de mon quotidien, alors je l'ai invitée plusieurs fois chez moi pour qu'elle rencontre Yannick, mon frère. À chaque visite, elle semblait apprécier Yannick, lui offrant des gestes attentionnés et une douceur qui me touchait profondément. Son affection pour lui me rassurait, et cela a renforcé ma conviction qu'elle était la personne avec qui je voulais partager ma vie. C'est ainsi que, emplie d'amour et de confiance, je l'ai demandé en mariage, et elle a accepté sans la moindre hésitation. Mais lors de notre cérémonie de mariage, alors que je présentais Nadia à nos nombreux invités, un détail inattendu est venu bouleverser cette journée si spéciale. J'ai découvert, avec une grande surprise, qu'elle était en réalité une cousine de ma belle-sœur, celle qui avait causé tant de souffrances dans notre famille. Ce lien caché entre elles a fait ressurgir en moi une vague d'émotions complexes, mêlant joie et inquiétude, au moment même où j'avais espéré trouver un nouveau départ. Après notre mariage, Nadia a emménagé avec nous, et au début, tout semblait se dérouler comme prévu. Mais peu à peu, des tensions ont commencé à émerger. Nadia, malgré ses bonnes intentions, a commencé à se plaindre de Yannick. Elle était écœurée par ses manières à table, trouvant que ses repas étaient souvent un désastre. Le fait qu'il ne se nettoie pas correctement dans les toilettes et laisse parfois la salle en désordre la rendait de plus en plus mal à l'aise. Pour moi, ces détails semblaient futiles. Yannick était mon frère, et même si parfois il bavait en mangeant ou faisait tomber la moitié de son plat, cela ne me dérangeait pas. C'était une partie de notre quotidien, un quotidien que j'acceptais avec amour et patience. Mais pour Nadia, ces aspects devenaient insupportables. Elle me suggérait de le placer dans un centre spécialisé pour personnes handicapées. Mais pour moi, il était hors de question, car j'avais promis, devant les tombes de nos parents, que je prendrais soin de Yannick jusqu'à mon dernier souffle. Au fil des mois, j'ai commencé à apercevoir un changement troublant chez Yannick. Son attitude envers Nadia avait radicalement changé. Lui, qui avait autrefois été si doux et accueillant, semblait désormais la détester. Son regard devenait froid chaque fois qu'il la croisait, et il baissait souvent les yeux, comme s'il évitait tout contact avec elle. Ce qui m'inquiétait le plus,
c'est qu'il refusait systématiquement de manger les repas qu'elle préparait et n'acceptait de se nourrir que si c'était moi qui cuisinais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pendant une période, mon travail m'obligeait à m'absenter pendant 2 à 3 jours pour des formations dans une autre ville, et j'étais loin de pouvoir tout surveiller. J'ignore ce qui se passait à la maison en mon absence. Puis, après la naissance de notre enfant, un petit garçon, Nadia a pris un congé pour s'occuper du bébé. Je ne savais pas exactement ce qui se passait entre elle et Yannick pendant mes journées de travail, mais les tensions semblaient atteindre un point de non-retour. Nadia se plaignait de plus en plus de mon frère avec une amertume qui me bouleversait. Elle en arrivait même à préférer emmener notre bébé passer la journée chez ses parents plutôt que de le laisser à la maison avec Yannick. Elle me disait que Yannick était sale, dégoûtant, et qu'elle ne voulait pas que notre enfant côtoie quelqu'un d'aussi répugnant. Ces mots étaient durs, presque cruels, et ils résonnaient en moi comme un écho douloureux, me confrontant à un choix déchirant entre ma promesse envers mon frère et l'harmonie de ma famille. Lorsque notre fils approchait ses 3 ans, Nadia prit une décision qui me bouleversa profondément. Elle l'inscrivit dans une école maternelle près de chez ses parents et me déclara que désormais notre fils resterait chez eux en semaine. Il s'occuperait de lui et nous irions le récupérer certains soirs. Cette décision marqua un tournant. Presque tous les week-ends, Nadia préférait partir chez sa famille plutôt que de rester à la maison, fuyant la présence de Yannick. Chaque fois qu'elle partait, je voyais la tristesse grandir dans les yeux de mon frère. Il essayait de cacher ses larmes, mais parfois, je surprenais ses gouttes silencieuses couler sur ses joues. Cela me déchirait le cœur. Je faisais de mon mieux pour le réconforter, lui répétant inlassablement que j'étais là pour lui, que je ne l'abandonnerais jamais. Pour alléger son fardeau, je l'emmenais souvent en promenade, et nous passions des heures à jouer à la console, un de ces rares plaisirs qu'il avait encore. Ces moments de complicité étaient précieux pour nous deux, des instants où je voyais un semblant de joie revenir dans ses yeux. Mais un jour, alors que nous jouions à la console, Yannick me fit comprendre, à travers ses gestes hésitants, qu'il se faisait frapper par Nadia. Mon cœur se serra, je ne voulais pas y croire. Comment la femme que j'aimais pouvait-elle être capable d'une telle cruauté envers mon frère? Pourtant, le doute s'installait en moi, et je sentais qu'il me fallait savoir la vérité. Alors, avec une lourde appréhension, j'ai installé une caméra dans la chambre de Yannick. Ce que j'y ai découvert m'a laissé sans voix. Je vis Nadia entrer dans la chambre, l'air agacé, puis le frapper à la tête en lui hurlant d'aller manger. Ses paroles étaient dures, violentes, pleines de mépris. C'était impensable, inimaginable. Je ne reconnaissais plus la femme avec qui je m'étais mariée. Malgré la douleur que cela m'a causée, par amour pour elle, j'ai décidé de ne rien dire, tant que cela n'allait pas plus loin. Mais au fond de moi, je savais qu'une ligne avait été franchie. Si jamais je découvrais d'autres preuves de violence ou de maltraitance envers mon frère, je n'hésiterai pas. J'irai jusqu'au bout pour le protéger, même si cela signifiait dénoncer ma propre femme aux autorités. Ma femme ne supportait plus la présence de Yannick. J'ai alors pris la décision d'engager une aide à domicile pour s'occuper de lui. J'espérais ainsi apaiser les tensions qui régnaient à la maison. J'ai expliqué à Yannick que lorsque l'aide à domicile partirait, il devrait rester dans sa chambre jusqu'à mon retour. Pour assurer sa sécurité et sa tranquillité, je lui avais appris à se servir du téléphone portable que je lui avais acheté, afin qu'il puisse m'envoyer un message en cas de besoin. Cette nouvelle organisation semblait fonctionner. Yannick était plus serein et Nadia, elle aussi, paraissait plus détendue. Chaque matin, l'aide à domicile venait préparer le petit déjeuner de Yannick, s'occuper du ménage, puis lui préparer son repas de midi avant de partir vers 13h. Je pensais naïvement que tout était enfin sous contrôle et que ce fragile équilibre tiendrait. Mais je ne savais pas encore ce qui se tramait dans l'ombre, derrière mon dos. J'ignorais que ma femme avait un amant. Ce fut un après-midi que tout bascula. Nadia, pensant que Yannick resterait enfermé dans sa chambre comme à son habitude, n'avait pas imaginé qu'il pourrait découvrir son secret. Ce jour-là, elle ramena son amant à la maison. Alors qu'ils riaient ensemble dans le salon, Yannick, attiré par le bruit, ouvrit doucement la porte de sa chambre pour comprendre ce qui se passait. De là où il se trouvait, il pouvait apercevoir une partie du salon. Il y vit ma femme et cet homme, enlacés, dans une scène qui le bouleversa. Avec une détermination silencieuse,
il sortit son téléphone et commença à filmer ce qu'il voyait. Le soir, lorsque je suis rentrée, tout semblait normal. Nadia avait déjà préparé le repas et attendant simplement mon retour pour mettre la table. J'étais loin de me douter de ce qui s'était passé plus tôt. Tandis que je montais me changer, Yannick est venu me trouver, gesticulant pour attirer mon attention. Pensant qu'il voulait jouer à la console, je lui dis que j'étais fatiguée et que nous jouerions après le dîner. Mais Yannick n'abandonnait pas, alors que nous nous apprêtions à nous mettre à table, et continuait à me suivre, tirant sur ma chemise, insistant avec des gestes pressants, et ne voulait pas que je m'installe pour manger. Exaspérée par son insistance, j'ai finalement cédé et accepté de le suivre dans sa chambre, sans savoir ce qui m'attendait. C'est dans cette chambre qu'il m'a montré la vidéo qu'il avait filmée, et ce que j'ai découvert a été un choc, un coup de massue. Mais ce n'était pas seulement l'infidélité de Nadia qui m'a anéanti, c'était la prise de conscience que j'avais frôlé la mort sans même le savoir. Sur la vidéo, les voix de Nadia et de son amant résonnaient dans la pièce. J'entendais Nadia dire d'une voix froide: « Je n'aime pas du tout mon mari. Si je suis encore avec lui, c'est pour récupérer une partie de son argent. Tu sais, après la mort de ses parents, il a hérité de plus de 600 000 €. Si seulement je pouvais mettre la main dessus, je partirais sans attendre, parce que son imbécile de frère me dégoûte trop. » Je sentais la colère monter en moi, mais ce n'était rien comparé à ce que je ressentis ensuite. L'amant de Nadia lui répondit: « Si tu veux, je peux te proposer un plan pour te débarrasser de ton mari. Puisque vous êtes mariés, s'il disparaît, tu hériteras de tout. » Le cœur battant, je les entendais discuter de ma mort, comme s'il s'agissait d'un simple contrat. Nadia, avide, insista pour en savoir plus. C'est alors que son amant sortit un mystérieux sachet de sa poche et le lui tendit. « Mets-en dans son plat, » dit-il avec une froideur glaciale. « Après 2 ou 3 repas, ce sera réglé. » À cet instant, une vague de colère pure, brute, m'envahit. Tout mon être brûlait de rage. Une seule idée m'obsédait: les tuer tous les deux pour ce qu'ils avaient osé planifier. Mais au même moment, la raison m'a rattrapé comme un frein brutal. Si je les tuais, si je me vengeais, qui s'occuperait de Yannick? Je ne pouvais pas l'abandonner, pas après tout ce que nous avions traversé ensemble. Je serrai les poings avec une telle force que mes ongles s'enfoncèrent dans ma chair, tentant désespérément de contenir cette rage dévastatrice. Tout en moi criait vengeance, mais Yannick avait besoin de moi. Et pour lui, pour l'amour de mon frère, j'ai décidé de rester calme, de trouver un autre chemin pour nous sortir de cet enfer. Ce soir-là, j'étais au bord de l'explosion. La rage bouillonnait en moi, mais je savais qu'il me fallait garder mon calme. J'ai prétexté ne pas avoir faim et je suis allé prendre une douche froide, tentant désespérément de maîtriser cette envie irrépressible de confronter Nadia, de lui crier tout ce que je ressentais. Sous l'eau glacée, je luttais pour apaiser le feu qui brûlait en moi, me répétant sans cesse que je devais rester fort pour Yannick. Le lendemain matin, avec un mélange d'angoisse et de détermination, je me suis rendue chez un avocat. Je lui ai montré la vidéo, chaque seconde de cette preuve accablante, me replongeant dans la douleur de la trahison. L'avocat m'a regardé, grave, et m'a demandé si j'aimais encore ma femme, si j'étais prêt à porter plainte contre elle pour tentative de meurtre. À cet instant, je réalisais pleinement que l'amour que j'avais pour Nadia s'était transformé en une haine glaciale. Après ce que j'avais découvert, il n'y avait plus aucun doute dans mon esprit. J'ai décidé de porter plainte. C'était la seule voie possible pour protéger Yannick et moi-même. Avec les preuves en main, les autorités n'ont pas tardé à agir. Ce jour-là, sur leur lieu de travail, Nadia et son amant ont été arrêtés. Ce soir-là, alors que je tentais de reprendre mon souffle après la tempête, mon beau-père est venu me voir. Il était bouleversé, son visage marqué par l'inquiétude. À ma grande surprise, il s'est agenouillé devant moi, suppliant de toutes ses forces, les larmes dans la voix, et me demanda de retirer ma plainte, me promettant que Nadia ne demanderait rien lors du divorce. Il espérait, en père aimant, sauver sa fille de l'enfer que s'était elle-même créé. Mais mon cœur était déjà brisé, et je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Avec calme, je lui expliquai que je n'avais pas eu le choix. Ce n'était pas par vengeance, mais pour ma propre protection et celle de Yannick que j'avais agi. Je lui ai dit que de toute façon, avec les preuves accablantes en ma possession,
Nadia ne pourrait rien me réclamer. Sa tentative de meurtre parlait d'elle-même. Puis, dans un souffle, je lui ai révélé ce qu'il ignorait. Je n'avais pas encore montré les preuves de maltraitance sur Yannick. Si je le faisais, la peine de Nadia serait bien plus sévère. Mon beau-père, dévasté par mes mots, continua à se plier, à chercher une once de pitié en moi. Mais malgré sa douleur, malgré tout l'amour que j'avais autrefois pour sa fille, ma décision était prise. Pour moi, pour Yannick, je ne pouvais pas changer d'avis. Pour échapper à sa sentence, Nadia a prétendu souffrir de troubles psychiatriques. Les autorités ont alors décidé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Mais même son internement ne pouvait apaiser le chaos qui s'ensuivit. Sa famille, furieuse, s'est retournée contre celle de ma belle-sœur, et des disputes violentes ont éclaté. C'est à travers ces conflits que j'ai découvert la vérité, une vérité encore plus amère. J'ai appris que tout cela était en réalité une manigance de ma belle-sœur. Elle avait orchestré ce plan depuis le début, sachant que Nadia vivait dans la même ville que moi. Elle avait encouragé à me séduire, dans l'espoir qu'en m'épousant, Nadia pourrait s'emparer de mon héritage. Ce n'était jamais un simple hasard, mais une manipulation cruelle, une trahison profonde. Les deux familles se renvoyaient la faute, se déchiraient. La famille de Nadia reprochait à ma belle-sœur d'avoir monté ce plan sordide, tandis que ma belle-sœur accusait Nadia de naïveté, le reprochant de ne pas avoir suivi le plan à la lettre, d'avoir été imprudente en amenant son amant à la maison. Ces échos de haine et de reproches ont rendu ma vie dans cette ville insupportable. Chaque coin de rue, chaque souvenir était teinté de trahison. Alors, pour sauver ce qu'il me restait de paix intérieure, j'ai cherché du travail ailleurs, dans la ville où vivait un oncle éloigné. Dès que j'ai trouvé une opportunité, j'ai emmené mon fils et Yannick, et nous avons déménagé, laissant derrière nous cette ville qui n'était plus qu'un champ de ruines émotionnelles. Alors que nous tentions de tourner la page et de commencer une nouvelle vie, mon oncle est venu me voir un soir. Son visage était empreint de gravité, et je sentais qu'il n'apportait pas de bonnes nouvelles. Il m'a alors expliqué que mon frère aîné et ma belle-sœur lui avaient demandé de me parler. Ils souhaitaient que je leur verse 100 000 € de l'héritage de nos parents pour financer l'achat de leur maison. Pour eux, il était injuste que Yannick et moi héritions de tout, et ils voulaient leur part. À ces mots, une colère mêlée de tristesse m'a envahi. Je regardai mon oncle et lui dis calmement, mais fermement, que mon frère aîné et sa femme ne méritaient rien. Ils avaient été si méprisants envers nos parents, si distants, allant jusqu'à nous renier, Yannick et moi. Après le décès de nos parents, j'ai tout géré seul, y compris les funérailles. Par compassion, malgré tout, je leur avais déjà donné 50 000 € de l'héritage, puis encore 50 000 de l'assurance vie et 35 000 après la vente de l'exploitation. Plus récemment, avant mon divorce avec Nadia, quand mon frère m'avait demandé de l'argent pour acheter une voiture à son fils, je leur avais encore donné 25 000 €. J'ai alors regardé mon oncle avec une profonde tristesse mêlée de résignation et lui ai dit « N'est-ce pas déjà suffisant ? Mon frère sait pertinemment que cet argent appartenait à nos parents et qu'il ne voulait rien lui léguer. Les seuls bénéficiaires étaient Yannick et moi. Il devrait déjà se sentir chanceux que je lui ai donné une part malgré tout ce qui s'est passé. Tu sais, mon oncle, cet argent ne représente pas une richesse pour moi. C'est une garantie pour Yannick, pour qu'il puisse être à l'abri de besoins et continuer à recevoir les soins dont il a tant besoin si un jour je ne suis plus là pour m'occuper de lui. Dis à mon frère de ne plus rien me demander. Je ne lui donnerai plus un centime. Il n'a jamais été là pour nous, même dans les moments les plus sombres. Pas un seul appel, pas un mot de réconfort, rien. Et pourtant, j'ai appris les manigances de sa femme, comment elle a utilisé Nadia pour tenter de nous nuire. Je sais qu'il ne nous aime pas, qu'il ne nous a jamais vraiment considérés comme ses frères. Comment pourrais-je avoir confiance en lui après tout ça? Cet argent, je le garde pour Yannick, parce que je sais qu'il en aura besoin bien plus que mon frère ne le mérite. Mon oncle m'a écouté en silence, puis a hoché la tête avec compréhension. Je comprends ce que tu ressens, m'a-t-il dit doucement. Je ne savais pas tout ce qui se passait, mais maintenant que je le sais, tu as raison. Si l'amour n'existe plus entre des frères, alors il vaut mieux que chacun suive son chemin. Le temps devient un fardeau quand il n'est rempli que de haine. Mais sache que maintenant que tu es ici, tu n'es pas seul.
Même si ton frère t'a fait du mal, tu as encore une famille, moi et tes cousins. Nous ne sommes peut-être pas ta famille directe, mais nous partageons les mêmes racines. Alors, n'hésite surtout pas à venir nous voir. » Je le remerciai pour ces paroles réconfortantes et il repartit, me laissant seul avec mes pensées. Aujourd'hui, ma vie a pris un tournant plus calme et apaisé. Je vis toujours avec Yannick, qui a fait des progrès incroyables, et avec mon fils, qui a bien grandi et rempli la maison de sa présence joyeuse. Je suis restée célibataire, non pas par manque d'opportunités, mais par choix. Mes proches me disent souvent que je devrais penser à moi, que Yannick ne devrait pas être un obstacle à ma vie, que je devrais fonder une nouvelle famille. Mais après ce que j'ai vécu avec Nadia, la peur de nos nouvelles relations m'envahit. J'ai un fils, et pour l'instant, cela me suffit. Chaque fois qu'on me presse de trouver une femme, je leur réponds inlassablement que seule, celle qui aimera Yannick autant que moi, pourra partager ma vie. Il n'y a pas de compromis possible à ce niveau. Mon amour pour mon frère est inconditionnel, et je ne laisserai jamais quelqu'un le traiter autrement. Quant à Nadia, après son retour en hôpital psychiatrique, elle a dû suivre un traitement à vie. Ironie du sort, bien qu'elle ne fût pas vraiment malade à l'origine, ce traitement l'a poussée de plus en plus dans la folie. C'est une triste fin pour elle, mais je ne ressens aucune satisfaction dans cette tournure des événements, seulement un sentiment de clôture. Aujourd'hui, je suis simplement reconnaissant d'être encore là, de pouvoir veiller sur Yannick. Grâce à lui, j'ai échappé à la mort, et c'est pourquoi je continue de me battre pour qu'il ait la meilleure vie possible. Son état s'est considérablement amélioré, et chaque semaine, je l'emmène voir des spécialistes. J'ai l'espoir qu'un jour, il retrouvera la parole. Tant qu'il sera à mes côtés, je continuerai à croire en des jours meilleurs, car malgré tout, nous sommes encore debout, ensemble.